Donc d'abord, je voudrais vous remercier. Je veux vous remercier tous ceux qui ont signé la lettre et c'est que j'espère qu'ils sont très très nombreux à signer. Et quand je dis je vous remercie, ce n'est pas seulement à titre personnel, c'est à titre d'un citoyen israélien, membre de Boycott from Within, qui est l'organisation israélienne de soutien au boycott. Et quand je dis boycott, bien évidemment, nous parlons de tous les volets des boycotts, qui est à la fois les boycotts économiques et à la fois les boycotts culturels et universitaires, dans lesquels le livre que vous avez cité, il est dédié justement à ces volets qui est les boycotts culturels et universitaires, que parfois posent problème à certains. Certains diront que les boycotts économiques, nous comprenons, mais en réalité, il faut mettre la culture et l'université, celle qui nous intéresse actuellement dans ces tables rondes, il faut le mettre en dehors de boycott. Et si je reviens à ces remerciements, c'est pour vous dire que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la société israélienne, dans cette situation extrêmement complexe dans laquelle, en réalité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition à la politique de Netanyahou, ce qui concerne justement l'attitude à l'égard du peuple palestinien. Il n'y a pas une opposition réelle qui demande arrêter la guerre. Bien évidemment, il n'y a pas une opposition aujourd'hui qui demande d'arrêter les génocides qui est en cours. Les génocides qui se déroulent à Gaza et la campagne de nettoyage ethnique, la campagne de démolition systématique des camps de réfugiés palestiniens dans les territoires palestiniens occupés de la Cisjordanie. Bien, si je parle des boycotts universitaires, permettez-moi d'une certaine manière commencer par essayer de réfléchir une seconde au sens même de ces boycotts universitaires. Il y a, comme il vient d'être dit, la question morale, l'éthique de la recherche et l'attitude de chercheurs et des universitaires mondiaux dans une relation avec un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme ou qui entravent d'une façon systématique les droits internationaux et les droits humanitaires. Mais en quoi ça concerne les universitaires eux-mêmes? Permettez-moi de vous lire une petite citation comme introduction qui vient d'un professeur israélien de l'université de Tel Aviv, qui est le fondateur de groupes de recherche en physique appliquée de l'université de Tel Aviv. Et il dit la chose suivante. Chacun de nous est à la fois citoyen israélien et actif dans les domaines militaires. Je suis un universitaire, j'ai fait mon service militaire et j'ai aussi travaillé plusieurs années pour Raphaël. Raphaël, c'est le plus grand groupe industriel militaire israélien. Toutes ces choses mises ensemble font que nous nous aidions mutuellement, ce qui n'existe pas ailleurs. J'ai voyagé aux États-Unis, en Europe, et là-bas, il y a une déconnexion entre les groupes de travail universitaires et l'armée. Ils détestent l'armée. Je pense que si nous réussissons, c'est parce que nous nous soutenons beaucoup. Et donc, cette prise de position, ou cette déclaration de professeur Katsir, nous dit finalement que les liens entre l'université israélienne, les institutions académiques et les institutions qui sont les institutions militaires agissant actives dans le cadre de la répression du peuple palestinien et le génocide à Gaza, elle est beaucoup plus étroite que simplement l'appartenance de l'Académie israélienne dans sa relation avec l'État israélien. Il faut savoir que toutes les universités académiques, toutes les universités israéliennes, tous les centres de recherche israéliens ont un lien extrêmement étroit avec l'armée. Je vais vous donner deux exemples. Dans les universités, les 6 universités qui sont les universités de recherche, c'est-à-dire les universités d'État qui ne sont pas des institutions privées, qui ne sont pas des academic colleges, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas en dehors, qui ne font pas de la recherche, mais qui est de l'enseignement. Eh bien, les 6 grandes universités de l'État, ils ont au sein de leur campus, ils ont des zones réservées à ce qu'on appelle les étudiants en service militaire. Il s'agit là de filières d'excellence
qui sont l'informatique, la médecine, la justice, etc., qui sont des étudiants en uniforme, qui sont sur le campus, dans des zones réservées et qui font en parallèle, pardon, à leur service militaire, ils font des études dans une perspective de devenir des officiers de l'armée israélienne. C'est dans ces zones réservées, par exemple, dans lesquelles les étudiants peuvent porter des armes, ils ont un uniforme, et bien évidemment, c'est des zones qui sont réservées uniquement à des étudiants israéliens slash juifs et sont interdits à des étudiants arabes. Toutes les universités israéliennes et surtout les polytechniques, les technions de Haïfa d'un côté et l'université de Tel Aviv de l'autre, se vantent de la recherche commune avec l'industrie militaire israélienne. Ce n'est pas seulement que les professeurs sont des militaires de réserve de l'armée israélienne, mais qu'il y a des travaux en commun, de la recherche en commune. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple tout le développement de ce qu'on appelle la guerre de l'intelligence artificielle, extrêmement documentée, extrêmement utilisée aujourd'hui à Gaza, pendant que nous parlons, ceci a été développé au sein des universités israéliennes. C'est-à-dire que les universités israéliennes aujourd'hui ne sont pas en réalité simplement des universités, mais sont des auxiliaires même de l'industrie militaire et de l'armée israélienne. C'est les cadres, par exemple, de militaires de carrière israéliens qui sont obligés, pour passer un certain grade, qui sont les grades supérieurs, faire leurs études, faire des études, faire des diplômes au sein des universités. Ils ont des filières raccourcies, un an seulement pour obtenir, par exemple, un master, l'équivalent de master 2 français, dans des zones qui sont réservées, par exemple, aux membres de services secrets, eh bien, eux, ils ont une filière au sein des départements de sciences humaines à l'Université de Tel Aviv, et je pourrais citer un nombre important. Pourquoi j'insiste sur ces détails et sur la question de la filiation directe entre université et l'appareil militaro-étatique israélien? Parce que je pense que dans les cadres de appel au boycott, dans les cadres de la signature, dans les cadres de lettres, tout, il faut peut-être aller au-delà simplement de principes moraux et éthiques et rentrer dans les détails même de la collaboration entre universités israéliennes et l'appareil militaire. C'est-à-dire que baser les boycotts, non pas simplement, je dirais, sur les boycotts de cœur et de l'intelligence morale, mais baser les boycotts sur le fait qu'aujourd'hui, une collaboration entre un universitaire français et un universitaire israélien, et je vais tout de suite en parler de la méthodologie des boycotts elle-même qui vient d'être dit, elle n'est jamais à l'égard d'individus, toujours à l'égard d'institutions, eh bien, un travail commun entre une université française et une université israélienne est en réalité un travail entre un centre de recherche et une université française avec l'appareil militaro-étatique israélien. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail d'étude à faire. Le livre Un boycott légitime, qui est basé presque entièrement sur des documents israéliens, mais aussi, il suffit de googler un petit peu, rentrer dans les sites de Polytechnique de Haïfa, les Technion, rentrer dans les sites des universités autres et voir que toutes, ils ont un chapitre quelque part dans leur site qui est la collaboration avec le militaire, la collaboration avec l'industrie d'armement. Aussi, qui sont les avantages donnés par les universités israéliennes aux militaires, aux militaires et d'une certaine manière, je reviendrai à la fabrique de l'apartheid par les universités. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un travail préalable à faire d'argumentation dans lequel notre boycott, ou le vôtre plutôt, n'est pas simplement le boycott de principe, comme je dis, ce n'est pas dans les cadres de l'éthique générale, mais qui est le refus d'une collaboration individuelle d'un universitaire avec l'appareil militaire.
Je vais revenir avant de rentrer sur sur la question de mécanismes individuels de boycott et aussi la question de la fabrication de l'apartheid au sein de l'université israélienne. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début, qui était ces remerciements pour ce que vous faites. Pourquoi remerciements? Aujourd'hui, je dirais, nous n'avons strictement aucun levier d'influence sur la politique israélienne. Et comme je dis, nous n'avons pas non plus une opposition interne qui est prête à lever les flambeaux de changement d'une politique israélienne réelle. C'est-à-dire que les seuls alliés possibles aujourd'hui de la minorité anticoloniale, ou si vous voulez, la minorité anti-apartheid, aujourd'hui anti-génocidaire israélienne, elle est justement se fonder sur un accueil, d'une certaine manière, de l'étranger. On l'a vu dans le cadre d'autres pays. C'est-à-dire aujourd'hui, dans lesquels des universitaires israéliennes sont menacés sur la question de la liberté d'expression. Je prends l'exemple récent d'un universitaire, Sébastien Ben Daniel, de l'université Ben Gurion de Tel Aviv, dans lequel il est suspendu pour avoir dit que l'armée israélienne tue des enfants, ce qui est un fait, qui n'est pas tellement une opinion. Si je pense à une professeure de l'université de Tel Aviv, Nil Khalozine Dovrat, qui vient être suspendue aussi par son opposition et par des déclarations qu'elle a faites dans le cadre d'une organisation extrêmement importante que je vous invite à étudier, qui est l'Académie pour l'égalité. Eh bien, aujourd'hui, leur seul soutien possible n'est pas de l'intérieur de l'État, mais venant de l'extérieur. C'est-à-dire que d'une façon assez paradoxale, peut-être, les boycotts extérieurs, la pression de l'extérieur, elle est un soutien à cette minorité intérieure, minorité agissante, qui essaye de faire un changement. Et c'est pour ça qu'une organisation, la seule organisation des universitaires israéliens organisée dans les cadres de l'anti-apartheid et dans les cadres de changement vers la démocratie en Israël, qui est Académie pour l'égalité, Academy for Equality, eh bien, c'est une organisation qui soutient l'idée de boycott de l'extérieur comme étant un moyen de pression et d'alliance entre deux positions qui sont démocrates de l'extérieur avec des démocrates de l'intérieur. Ce qui m'amène à parler en 2 minutes de mécanismes de boycott. Nous disons, c'est-à-dire l'appel au boycott, que rappelons-le, est un appel de la société civile palestinienne. Et ou non? Tu veux pas, toi? Pardon? L'appel au boycott, donc, Tant qu'il a laissé le micro ouvert, je vais le couper. Désolé. l'appel au boycott, qui a commencé en 2005 par la société civile palestinienne, a commencé par les boycotts universitaires. Academical Boycott, qui est sous les parapluies de PACBI, qui est l'organisation palestinienne, dans laquelle sur les sites de PACBI, qui est la coordination pour les boycotts culturels et académiques, il y a énormément de données qui sont justement sur les alliances entre universités, chercheurs, centres de recherche, etc., avec l'appareil militaro-étatique de l'État d'Israël. Eh bien, dès le départ, dès le départ, quand PACBI, donc le parapluie palestinien pour les boycotts, rédige les guidelines, les lignes directrices, et il dit il s'agit toujours d'un boycott institutionnel et jamais d'un boycott individuel. Mais où est-ce que passe la ligne qui nous sépare entre un boycott individuel et un boycott institutionnel? Eh bien, connaissons la société israélienne, connaissons l'utilisation qui fait le gouvernement israélien de son excellence de recherche, son excellence culturelle, par exemple, dans le domaine cinématographique. Les gouvernements israéliens instrumentalisent les chercheurs, instrumentalisent les acteurs culturels pour se montrer à l'extérieur comme en étant une société libérale occidentale. Eh bien, c'est pour ça que les boycotts appellent d'une certaine manière à cliver, à mettre une frontière entre l'appartenance académique d'un côté et l'individu. Prenons un exemple. Un chercheur israélien venant dans un colloque international sous le parapluie de l'université
de Jérusalem, l'université hébraïque de Jérusalem, en représentant l'université hébraïque de Jérusalem, il est boycottable. Les mêmes chercheurs venant en tant qu'historiens israéliens ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on parle, et les guidelines, les lignes directrices parlent d'un boycott de intelligence. Ce qui est le boycott est aussi pousser les Israéliens, pousser les chercheurs israéliens, ceux qui sont dans une hésitation à pousser à prendre justement position. Vous ne pouvez pas, dit le boycott, être le boycott universel, vous ne pouvez pas être à la fois les représentants de votre institution collaboratrice et de l'autre côté être admis au sein de la famille académique normalement autant que chercheur. Vous devez prendre position et c'est à ça qui pousse les boycotts. C'est pour ça que le boycott, dans son application, il est aussi, et ça il faut pousser, il est aussi vient pour dire on ne peut pas à la fois être un criminel de guerre d'un côté à Gaza, c'est-à-dire agir dans le cadre de l'armée israélienne, et de l'autre côté s'inscrire dans un master international comme si on était un étudiant lambda. Certes, le boycott académique a une complexité dans sa connaissance, mais c'est justement, c'est avec cette connaissance, avec cette argumentation que nous pouvons aujourd'hui venir et contrer la censure, la répression, je dirais, par exemple, de l'État français sur les questions de boycott. On ne peut pas dire génocide, on ne peut pas parler de collaboration militaro-étatique, on n'a pas le droit de dénoncer ceci et cela. Nous devons venir non pas avec des principes moraux en disant nous sommes contre l'apartheid, il faut venir avec les données elles-mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, une organisation comme les 500 signataires de votre honorable lettre vient pour argumenter, il serait, si je peux me permettre conseil, de venir avec les arguments qui disent nous voulons par exemple dénoncer les accords de recherche interuniversitaire, non pas parce que cette université appartient à un régime qui applique l'apartheid, mais parce que cette université spécifiquement collabore d'une façon étroite et active avec les systèmes militaro, par exemple génocidaires israéliens. Je vais finir par, et je suis prêt à prendre toute question. Je vais finir avec un élément supplémentaire qui est les questions de groupes de recherche, l'accord d'association, pour prendre un exemple entre l'Union européenne et Israël. Dans les cadres d'accords association, par exemple, ceux qui connaissent l'Horizon 2020, qui est les gigantesques fonds de recherche dans lesquels les Israéliens puisent d'une façon assez active, eh bien, l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne est un accord qui, en réalité, privilégie certains États, et dans le cas que nous parlons, c'est l'État d'Israël, pour accès aux mêmes avantages qu'ils reçoivent d'autres pays européens. Mais l'accord d'association, il a un article 2. Et cet article 2 a été mis à la demande des États européens. L'article 2 de l'accord d'association entre l'État d'Israël et l'Union européenne stipule que cet accord pourra être suspendu dans le cas des constats d'entrave aux droits de l'homme et de agissement contre les valeurs européennes, etc. Eh bien, cet accord d'association, bien évidemment, l'article 2 n'a jamais été activé, alors que toutes les grandes organisations de droits de l'homme, y compris les deux grandes organisations de droits de l'homme israéliennes, nous parlent d'apartheid et de génocide. Eh bien, les boycotts universitaires, dans les cas que nous parlons, en réalité, il vient de faire ce que les États ne font pas. Nous ne demandons pas dans le cadre de l'accord, dans le cadre de boycott universitaire, nous demandons à l'État faire, à l'État français par exemple, faire quelque chose qui est dans le cadre d'exception. Nous demandons à l'État français d'agir d'après ses propres principes et ses propres exigences. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important dans toute l'idée de l'agissement de la société civile et dans le cadre que nous parlons, la société universitaire.
puisque notre gouvernement, notre en l'occurrence français, n'accomplit pas ses propres exigences, c'est à nous, autant que citoyens, de venir et faire ce que le gouvernement ne fait pas. Je dirais d'une certaine manière ce que nous arrêterons les boycotts le jour que l'État français et l'Union européenne mettraient des sanctions sur l'État d'Israël d'après ses propres exigences et ses propres demandes. Voilà pour ce premier volet sur les boycotts académiques et culturels israéliens.